Eh bien, on va mettre le son. Bonsoir à toutes et tous. Euh, Content de vous voir, enfin de pas vous voir, mais j'ai vu que Motlatsi était là, ça me fait plaisir. Surtout que on a une invitée surprise ce soir et puis je crois qu'il la connaît. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je suis en tournée en fait dans les librairies de Suisse romande et c'est un peu une catastrophe parce que dans les librairies il y a des livres et puis voilà, il y a des choses qui arrivent comme ça. Et puis il y a des gens aussi avec qui je parle et qui me disent ah faudrait que tu lises tel truc, tel autre truc. Donc voilà, je vais commencer par un bouquin. C'est pas, je pensais pas du tout lire ce genre de livre. Enfin ce genre de livre, ce livre, voilà. En fait c'est Régis Penalva qui s'occupe entre autres de la Comédie du Livre à Montpellier, qui est responsable de la culture à Montpellier, qui s'occupe aussi de la Foire du Livre de Bruxelles, qui me dit écoute, il y a un auteur de Béziers que j'aime beaucoup, et j'ai lu son dernier bouquin, c'est très marrant, euh, parce qu'en fait, eh ben, on parle de Suisse dedans, et puis ça m'a fait rêver de revenir, voilà. Et donc, c'est Joël Baquet, Le Zoo des Absents, chez POL. c'est assez déjanté. Je vais vous lire le tout début, et puis après, je vous en parle un petit peu. Cette nouvelle caissière se singularisait par ses ongles courts, carrés, d'un vert mat pour la main gauche et très long, et pointé, rouge vif pour la droite. C'est de son âge, et puis c'est l'époque, pensa René, pour rester positif. Ça devrait nous faire 78 € 53 centimes, moins 20% sur la gamme vegan, soit un total de 40 € 6 centimes. Il aimait calculer de tête, hein, prenant plaisir à ces modestes démonstrations. Les employés de la supérette étaient habitués à la manie inoffensive de se retraiter aux airs consensuels jusqu'à l'effacement. Mesuré, pondéré, il employait toujours le conditionnel. Ça devrait nous faire un total de... La chose avait parfois posé problème, surtout avec les femmes jadis, quand il disait « Cette robe aurait pu ne pas vous aller » plutôt que « Cette robe vous va vraiment bien ». Il avait néanmoins fait des bouts de chemin avec celle, passant outre au conditionnel et à son vestiaire à base de rayures verticales. Ces rapprochements ne duraient pas. Sa solitude, elle, se renforça avec le temps, s'accéléra après son départ de la comptabilité des salaisons occitanes. La caissière confirma le montant dû, scanna et restitua la carte de fidélité de la main griffue. Ça fait plaisir de voir des gens comme vous. À Béziers, le véganisme, c'est pas encore ça. Vous me direz, c'est partout que c'est pas encore ça. Il y aurait beaucoup à en dire. Ah, je suis pas végane, enfin, je crois pas, je sais pas trop ce que c'est précisément. En fait, je ne mange ni viande ni poisson. Il ne jugea pas utile de préciser qu'il ne digérait pas la première et était allergique au second. René aurait préféré qu'elle le félicite pour sa virtuosité calculatrice, mais bon, il aimait bien échanger quelques mots à son passage aux caisses. Ah, un vegan, c'est un genre un végétarien qui va plus loin dans sa démarche. Il refuse toute exploitation des animaux, y compris l'utilisation de leur cuir, de leur laine, la consommation d'œufs, de produits laitiers. Cela dit, moi je suis pas vegan, je suis antispéciste. Ah bon? Répondit René, pris de court par ces précisions non sollicitées. Pour lui, les véganes étaient des jeunes attifés de pantalons à forme de sac, avec l'entrejambe à hauteur des rotules, et qui passent leur temps à chercher des ZAD à occuper pour s'occuper, plutôt que chercher un boulot. René était un homme du légal, pas un homme du marginal. Quant aux antispécistes, il en ignorait tout. Si ça vous intéresse, il y a une conférence ce soir au hangar. C'est sur l'antispécisme. Ce sera super intéressant. Le conférencier est genre une pointure. La jeune femme lui tendit une affichette. Il prit le papier, le fourra dans sa poche en remerciant. Les réunions, c'est pas trop son truc. Enfin, on verrait. Moi, c'est Stella. René. Alors voilà, ça débute comme ça. Et puis en fait, René va se trouver à aller à cette réunion. Il va rencontrer les antispécistes, des véganes, etc. Il va se trouver pris dans ce truc et il va arriver en Suisse. Je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment assez marrant. J'ai passé un bon moment à lire ça. Euh, Allez, dans 5 minutes, il y a l'invité surprise qui arrive. En attendant, euh, la semaine dernière, il y a Sonia qui m'a fait découvrir ce poète, Daniel Maximin. Et alors
Sonia, pour vous redonner un petit peu le contexte. Mais voilà, bonsoir Sonia. On a fait des lectures ensemble, chacun de notre côté, mais ensemble, dans des maisons de retraite. Voilà. Euh, et puis, pendant le premier confinement, autour d'un projet de Régine de Tambel. Et puis Sonia a invité cet auteur dernièrement euh, dans le lieu où elle travaille. Et c'était a priori une superbe rencontre. Et voilà, Océane. L'âge des forêts vierges, plancher désert, plafond des eaux, soif en mouvement, la mer s'avance. Collier d'écume à la gorge des îles, en va-et-vient de distance et de liens. Parfois, la mer a des projets de tempête. La mer en sueur attaque l'injustice, investit les archipels édifiés de pièces d'Inde et d'ébène pour se faire une idée de l'oppression et garde ses armes pour le prochain rendez-vous. Parfois la mer a des projets de fête. Les eaux vives sablent un champagne d'écume. L'amour sans rivage se jette à l'eau et garde ses larmes pour le prochain rendez-vous. La mer poreuse comme l'espoir ne promet rien au sable. Elle se passe du futur, emporte la mort vers les sirènes, son encre verte traverse les étiages et garde la mémoire d'où va, d'où vient, pardon, d'où vient, excusez-moi. Et puis, je vous en lirai un autre, je vous en lirai un court extrait à la fin. Celui-ci, j'ai trouvé magnifique. Icare dévolu. À tout poète, 7 fois merci. Pour oser t'avancer sans déplacer le monde et combattre les murailles avec des graffitis. Exposer ta présence entre l'enclume et les maîtres du marteau, pour songer à ta dette envers toute solitude, pour apprendre à la chair à démasquer sa peau, pour éclairer les soleils blessés et nourrir de ta nuit l'intérieur de l'avenir. 7 fois merci, poète, horizon vertical. Voilà. Et puis, une petite dernière avant que notre invité arrive. En plus, ça va arriver avec des livres. Conjugaison. Le temps survole le bonheur. Quand vient l'ennui, il ralentit. Régis. Le verbe avoir n'a pas d'avenir. Passé décomposé, imparfait possessif. Le verbe faire est sans passé. Futur simple, au présent donné. Et le verbe être, bien conjugué, c'est l'avenir à faire passer. Alors voilà, donc ça c'est Daniel Maximin, L'invention des désirades et autres poèmes, en point-seuil. Voilà. Et puis, aujourd'hui, j'étais à Libromania. Libromania, c'est une librairie donc, qui est à Berne. Et dans cette librairie, une libraire géniale, ils ont un rayon allemand, ils ont un rayon italien, ils ont un rayon espagnol, ils ont un rayon anglais, ils ont un rayon français. Et je vois cette petite collection, je trouve très sympa, qui est en fait une collection où il y a des textes qui sont... J'étais à côté du rayon espagnol, donc il y avait des textes qui étaient espagnols, allemands. Voilà. Et je dis à la libraire, je dis, mais est-ce que tu as d'autres, est-ce qu'il y a d'autres langues? Elle me dit, oui, il y a en latin, il y a en français, enfin, bref. Et puis voilà. Et puis, je dis, je te le prends, les fables de La Fontaine, ça, français-allemand, je trouvais ça intéressant. Et puis elle me dit, non, mais attends, il est... Ah, ça dysfonctionne. Zut alors. J'ai l'impression que ça passe bien pourtant. Il y a un problème de connexion. Moi, je vois tout qui marche bien, mais j'espère que ça va revenir. Mais là, normalement, c'est bon. Et donc, je lui dis, bah, je te prends ça. Elle me dit, mais attends, il est 2013. Non. Oui, je crois que c'est ton réseau Wi-Fi. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire si ça marche bien? Pour parler, il faut que vous inscriviez, en fait. Il faut que vous abonniez à la chaîne. Comme ça, vous pouvez parler. Et donc, voilà. Donc, elle me dit, mais non, mais attends. Non, je te le donne. Je dis, ça va pas. Fais-moi voir ce que t'as. Et mon invité surprise va arriver avec ce qu'il y avait
dans cette librairie. L'invité surprise. Ta 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 ta. Ta ta ta. Oh, mais il fait frais chez vous. Mais bonjour madame. Mais quel plaisir de vous voir. Voilà l'invité surprise. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Mon amoureuse. Bonjour. Alors, comme souvent, Pascal m'embarque un peu à la der dans des drôles d'aventures en me disant il y a 20 minutes, il faut absolument que tu lises ça sur mon Twitch. Et il a raison. Donc je le fais volontiers. Il a trouvé des petites merveilles, je pense que Libromania, pardon. À Berne. À Berne, il y a vraiment des belles choses. On avait fait aussi des belles rencontres. Ouais. Avec, pour les francophones aussi. Enfin, c'est le côté multiculturel de Berne. Et là, on a 2 magnifiques ouvrages de Pusterla, de Fabio Pusterla, qui est un auteur tessinois bien connu et très grand poète. Et il y a deux textes. Il y a cette espèce de, comment dire, c'est une allocution qu'il a faite à la bibliothèque cantonale de Bellinzona. C'est paru en 2003. Je pense que c'est une allocution qu'il a faite. Sonia, tu peux peut-être éteindre et puis rallumer, ça va peut-être revenir. C'est un problème. Mince. Donc il a fait une allocution, un discours le 10 septembre 2003, qu'il a intitulé « La bibliothèque la plus grande du monde n'existe pas ». En italien, ça donne. La biblioteca più grande del mondo non esiste. Et c'est un très joli petit discours, une réflexion sur les bibliothèques, sur ce qu'on garde, sur la mémoire, sur qu'est-ce que la grandeur d'une bibliothèque. Bonsoir, bande dessinée. Donc du coup, bonsoir à tout le monde. Et c'est intéressant, on vous mettra les sources tout à l'heure, mais ce texte-là est en libre accès en fait. On a moyen de le trouver en libre accès. Et c'est une très jolie petite réflexion voilà, sur les questions de bibliophile aussi. Et puis ça, c'est magnifique. C'est aussi de 2003. La coïncidence veut que ce soit aussi de 2003. C'est 7 fragments de la terre de personne, en fait. Et en italien, 7 frammenti dalla terra di nessuno, qui en plus est une édition très spéciale parce qu'elle est parsemée de gravures qui sont extrêmement belles, qu'on peut vous montrer comme ça. C'est quel éditeur? Et c'est chez Flux Edizioni. Et des gravures donc comme ça en couleurs différentes, parfois bleu nuit, parfois noir, qui rappellent cette catastrophe terrible qui s'est passée à Gondo, qui est un petit village aux confins, entre l'Italie et la Suisse, près du col du Simplon, où il y a eu un très grand glissement de terrain en fait qui a englouti une grande partie de ce village. Et ces fragments en fait, ils écrits en 2003, 40 ans, 40 ans après ce qui s'est passé. Et c'est magnifique. Et c'est un petit bijou. Tu nous en lis un extrait? Alors, j'avais choisi un extrait qui maintenant me fuit, mais qui était très parlant aussi, très fort. Alors, un peu de patience. En attendant,
Et puis c'était pas l'extrait que je voulais lire, mais je vais le retrouver. Il est perdu, le livre est perdu. immense. Il est perdu à travers les rochers, les montagnes. Non, je pensais à celui d'avant. J'ai eu cette grande idée de mettre en marque-page l'autre livre que je vous ai montré. Donc voilà. Voilà, c'était ça. C'était l'exergue du 2. Et je m'excuse auprès des italophones qui se sentiront peut-être offensés de ma lecture. Alors, 2. Non si può dire nulla, questo è il punto. Raccontare ma cosa? Qualcosa è crollato, come un silenzio improvviso, poi l'urlo. Uno sfacello. Il muggito di un animale imprigionato nel fango che strascina verso valle. Cosa pensa un vitello, per esempio, quando affoga? Volete cercare parole anche per questo, per sentirvi più in pace? Un vitello non pensa nulla e se pensa lo fa in un pensiero animale, incomprensibile. Tace come una carpa, o un agnello, o forse anche un uomo che guarda in faccia la sua piena solitudine. Que je vais essayer de traduire en live, sans l'avoir fait avant. On ne peut rien dire. C'est ça, le problème. C'est bien ça, là. Oui, c'est ça le problème. Raconter, mais quoi? Quelque chose s'est écroulé. Comme un silence imprévu et après un cri. Une rupture. Le meuglement d'un animal emprisonné dans la fange qui se déverse vers la vallée. À quoi pense un veau, par exemple, quand il se noie? Vous voulez chercher des mots aussi pour ça, pour vous sentir plus en paix. Un veau, ça ne pense pas. Ça ne pense à rien. Et si ça le fait, ça pense d'une pensée animale incompréhensible. Ça se tait comme une carpe ou un agneau, ou peut-être un homme qui regarde en face sa pleine solitude. Wow. C'est magnifique. Aux éditions Gamba est paru dernièrement ce titre-là, Requiem pour une maison de retraite lombarde, qui est en italien Requiem per una casa di riposo lombardo. En fait, là, c'est en bilingue. Donc, je vais vous lire un petit extrait en français. Avant, j'aimerais juste montrer la gravure qui accompagne ce dessin, enfin ce poème-là. C'est très impressionnant et ça parle beaucoup de... Motlazzi, je crois que tu connais. François. François Motlazzi. Si la lumière passait à travers, si dans le monde un passant pouvait saisir un rayon échappé par les barreaux horizontaux, les lamelles de ces stores crasseux qui nous exilent, il serait un halo jaune de chaleur malsaine, comme passer à travers un bocal d'urine, et un instant plus tard, petit tonnerre en sourdine, d'en haut, un son deviendrait un bêlement de femme. Un seul mot répété est toutefois indéchiffrable, prière inutile ou râle, ou spasme distant. Un seul mot limpide qui se prolonge, lamentation incompréhensible non entendue, sinon par le passant distrait qui s'arrête un instant, troublé, sans comprendre. Ô toi, marchant dans le monde, conduis ce bêlement de femme, l'ombre de nous-mêmes, épuisée au-delà du fleuve invisible.
En fait, ce texte, c'est la situation, des personnes âgées, en gros, au moment de cette pandémie en Italie, et la place aussi de qu'est-ce qu'on fait à ces personnes âgées, en fait, le prétexte, tout ça. Tu veux nous en lire un petit extrait de, soit celui-ci, soit un autre? Ouais, je peux lire celui-là en D'accord. italien. Se la luce filtrasse da qui, se un passante nel mondo potesse coglierne un raggio, fuggito tra le sbarre orizzontali, le lame di in queste incrostate tappelle che ci esiliano. Pardon. Sarebbe un alone giallo di caldo malsano, come passato attraverso un boccale d'urina, e un attimo dopo, piccolo tuono in sordina, dall'altro un suono verrebbe un belato di donna. Una sola parola ripetuta e tuttavia indecifrabile, preghiera inutile, o rantolo o spasimo distante, una sola parola chiarissima che si protrae, incomprensibile lamento inascoltato. Si non dal passante svagato che un attimo sosta senza capire turbato. O porta tu, camminante nel mondo, il belato di donna, l'ombra di noi qui stremati oltre il fiume invisibile. Je lui ai vraiment pas fait. Je lui ai pas fait justice et je m'en excuse. C'est. Oui, Bref. je te prends comme ça. Non, c'est juste que l'italien, c'est pas ma première langue. Je voulais juste voilà, vous dire la traduction, donc c'est traduit de l'italien par Mathilde Vischer. Voilà. C'est important, la place des traductrices et traducteurs, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour les éditions. Et moi, j'aimerais juste, pour finir sur Pusterla, parler un tout petit peu de et peut-être vous merci, vous parler peut-être de cette réflexion. Peut-être que ça vous, les gens qui sont là ou ceux qui sont encore parmi nous pourraient essayer de répondre à cette question: est-ce que la bibliothèque la plus grande du monde n'existe pas? Et finalement, la question de fond, c'est-à-dire la question de quantité ou la question de finalement de qualité, de qu'est-ce qu'on trouve dans une bibliothèque, qu'est-ce qu'une bibliothèque peut nous ouvrir, et finalement quels sont les choix auxquels les bibliothécaires doivent faire face dans un monde marchand du livre où les livres restent de moins en rayonnage et de Dieu sait combien de temps dans les rayons des bibliothèques quand ils y atterrissent. Et j'avais trouvé extrêmement joli le passage où il parle de la plus grande bibliothèque pour lui, l'endroit qui pour lui était finalement un lieu d'ouverture qui est en fait justement incommensurable. Et voilà, c'est là. Et quelque part pour lui, une bibliothèque qui justement est d'une grandeur incommensurable, je pense que c'est le bon terme. C'est une armoire qui était dans laquelle il y avait une toute petite bibliothèque dans sa classe de gymnase, en 4e ou 5e de gymnase. Je pense que dedans, il y avait à peu près une centaine de livres. Et je pense que il se rappelle que finalement, le jeu, c'était une fois par mois, les élèves devaient aller dans cette petite librairie, ce petit rayonnage au fond de la classe, choisir un ouvrage, en faire un compte-rendu. Quelque chose d'assez classique à l'école. Et lui, il avait choisi les humilier, les offenser. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est ça le titre de Dostoïevski en français. Et bien sûr, son enseignante l'avait
pas interdit, mais finalement, il voulait pas lui laisser lire cet ouvrage parce qu'il pensait qu'il était trop difficile pour lui. Et puis forcément, ça lui a donné envie de le lire encore plus. Et peut-être qu'elle avait pas tort. Il dit même que peut-être que c'était trop difficile pour lui, mais il aimait déjà la lecture. Et comme il le dit, cet ouvrage lui a ouvert un monde énorme et fascinant. Et quand il repense vraiment à cette impression qu'il avait de que c'était une lecture vraiment déterminante pour lui dans son parcours de lecteur. Et c'est une des portes, on peut dire peut-être comme une porte qui l'a conduit à la littérature. Et, euh, et c'est alors qu'il dit qu'il pourrait dire que peut-être la plus grande librairie du monde, c'est justement celle qui contenait cet ouvrage, ce petit rayonnage au fond de sa classe dans une armoire au gymnase. Et finalement, Tu nous liras en italien ce passage ou pas? non, enfin, Non. mais j'ai trouvé. Ouais, enfin, C'est mon moi, amoureuse qui décide. c'est pas ça, c'est juste. C'est extrêmement bien écrit, c'est pas C'est ça. pour ça, j'aime bien entendre la langue des écrivains. Mais A me piaceva già leggere, ma quel libro mi spalancò un mondo enorme e affascinante. E quando ripenso a quegli anni ho proprio l'impressione che quella lettura sia stata per me determinante, come una porta che mi ha condotto dentro la letteratura. In un certo senso potrei allora dire che per me la biblioteca più grande del mondo ha avuto le dimensioni di un armadio molto più vasto dell'intera British Library. Donc finalement, au cœur de cette petite armoire, c'était beaucoup plus vaste que la British dont il parle avec éloge et intérêt aussi, parce qu'il l'avait visité avec d'autres Tessinois, en particulier la zone dédiée au Tessin, qu'il trouvait que des spécialistes anglais à Londres de la British Library semblaient plus érudits que la plupart des personnes qui venaient du Tessin. Donc finalement, c'est un prétexte. Moi, je me suis dit que ça pouvait être un joli prétexte. Euh, C'était un joli prétexte pour peut-être vous demander plusieurs choses si vous avez envie de partager, parce que souvent c'est le cas et c'est chouette. Euh, Votre rapport aux bibliothèques en général. Moi, par exemple, je suis une très mauvaise utilisatrice de bibliothèque parce que je rends pas les livres. Donc, c'est pour ça qu'on en a plein. J'ai eu des amendes et je fais un sourire gêné et mon cœur bat pour tous les bibliothécaires qui ont dû me courir après pour me retrouver des livres. Là, publiquement, je m'excuse. Ça m'a coûté plus en frais de retard que si j'avais juste acheté les bouquins. Et, et donc j'ai un rapport aux bibliothèques un peu que j'utilise pas comme finalement cette connaissance apportée à tout le monde. Je veux la garder pour moi, ce qui est pas très très sain, et puis ce qui est pas génial pour notre porte-monnaie parce qu'on décide de vivre dans une bibliothèque qui est la nôtre. Mais pour moi, c'est je crois le plus grand cadeau, un des plus grands cadeaux de notre rencontre avec Pascal, c'est qu'on a cette passion pour les livres. L'autre jour, ma grand-mère me disait, ce qu'elle dit, mais si tu achètes plus que tu lis, tu fais quoi avec tous les livres? Ce qui est tout à fait, comment dire, raisonnable comme question. Et à quoi elle s'est auto-répondu en disant, elle s'est tenue un peu les bras, elle dit, oui, au fond, moi j'achète plein de pulls, puis toi t'achètes des livres. Et puis, c'était une manière de dire que finalement, premièrement, effectivement, moi j'ai un rapport au livre qui fait que j'ai l'impression que ça me rassure et ça me tient chaud. Et qu'elle m'a toujours dit qu'elle trouvait qu'elle avait bien assez de pulls, mais qu'elle aimait bien en acheter des nouveaux. Donc, chacun a son rapport au livre qui est différent. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, surtout pour revenir sur cette petite allocution dont je vous ai lu un très petit extrait, c'est que finalement, quelle est votre porte d'entrée dans la lecture, s'il y en a une? Moi, je l'ai cherché longtemps, je suis pas sûre de l'avoir encore trouvée. Mais t'es un peu né aussi dans une bibliothèque. Oui,
Mais c'est pas parce que tu nais dans une bibliothèque que tu deviens lecteur. Et Ouais, du je coup, sais, et du mais coup, je quand pense même. que c'est vraiment intéressant euh, du coup, de se dire, ok, finalement, moi, une des choses que moi j'aime dans la littérature, c'est de pouvoir la partager. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est aussi un plaisir solitaire immense et une question d'une intimité très forte qu'ils n'ont pas envie du tout de partager avec d'autres. Alors, je vais te couper, parce que tu sais pas ce que je vais lire après. Ah, vas-y. L'art du livre par André Soares, et justement, on est sur cette question-là, Ah ouais. totalement. Mais du coup, les Parce gens que peuvent pas répondre. Bon ils, alors, ils- donne-leur encore de la ils nourriture vont, à ils vont penser. répondre pendant que je lis s'ils veulent. On ne lit bien que dans la solitude. C'est mal barré pour nous, hein, quand même. Le livre est comme l'amour aux âmes bien nées. À chacun son livre, et d'y avoir le plaisir qu'il peut y prendre. Le propre de l'objet spirituel est d'être singulier, et seul à seul. Tout dans le livre marque la personne et l'individuel. Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre, si l'homme tourne décidément à l'automate, s'il lui arrive de ne plus penser que selon les images toutes faites d'un écran, ce termite finira par ne plus lire. Toutes sortes de machines y suppléeront. Il se laissera manier l'esprit par un système de vision parlante. La couleur, le rythme, le relief, mille moyens de remplacer l'effort et l'attention morte, de combler le vide ou la paresse de la recherche de l'imagination particulière. Tout y sera, moins l'esprit. Cette loi est celle du troupeau. Le livre aura toujours des fidèles, les derniers hommes qui ne seront pas faits en série par la machine sociale. Un beau livre, ce temple de l'individu, est l'acropole où la pensée se retranche contre la plèbe. Oui et non, hein. Je veux dire, les gens qui lisent par milliers. C'est un bouquin qui a été écrit en 1928 quand même. Hein. Oui, oui, mais par contre, c'est un livre c'est très sympa. En plus, chez Fata Morgana, c'est très chouette. Par contre, je suis pas complètement d'accord avec André Soares non plus, pas seulement parce que le côté individualiste du livre, mais surtout que maintenant, peut-être parce que plus de personnes ont accès aux livres, il y a aussi beaucoup de gens qui ont accès au même livre. Et moi, je pense que c'était un de mes chevaux de bataille dans une autre vie, que je trouvais dommage qu'on ait tous accès au même livre. Pas parce que je veux pas donner accès à tout le monde au même bouquin, mais c'est parce que le marché fait que finalement on parle toujours des mêmes personnes et un peu comme avec la publicité ou les réseaux sociaux, on se retrouve tous à parler des mêmes choses. Alors tu as raison cela en disant que les livres créent des communautés invisibles et imprévisibles. Alors ça c'est le côté positif, je pense que c'est aussi ce que Pascal essaie de faire avec son Twitch en proposant d'autres choses. Moi j'allais plutôt dans un sens générique et je pense que c'est chouette d'avoir aussi des littératures qui touchent un grand public, je crache pas du tout là-dessus. Par contre parfois ça voile ou ça laisse peu connaître d'autres auteurs. Et on reste un peu sur le connu. C'est un peu comme l'algorithme d'Amazon qui te propose les mêmes bouquins parce que finalement t'as aimé A, alors tu aimeras B et puis t'aimeras A' et B' et t'iras pas voir autre chose, quelque chose qui peut te déranger ou peut-être justement te faire réfléchir autrement. Mais je suis vraiment d'accord avec cela, justement. C'est vrai que les livres, enfin pour moi, c'est des compagnons. Et des compagnes et des compagnons. Euh, enfin, moi, je trouve qu'il y a toujours des circuits qui passent dans les livres. L'autre jour, je fais à Bienne, le T-Stocker. Je ressors de la librairie et il y avait un panneau comme ça, avec cette collection que je connaissais pas, de A à Z. Et j'ai trouvé ça assez génial. C'est Que sais-je qui fait ça. Et ah oui, il y a de la cendre. Ça, c'est le Vésuve qui arrive jusqu'ici. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette collection-là, c'est qu'en fait, il y a des extraits, il y a de A à Z. Donc, par exemple, il y a alimentation. Je vais vous prendre alimentation. Et il y a un extrait d'un bouquin de Nietzsche. Il n'y a pas on va pas parler autour de l'alimentation et de ce que Nietzsche pensait de l'alimentation, mais ça va être un extrait tiré d'un livre de Nietzsche.
Et comme moi, dans ma bibliothèque, à côté du lit, il y a Nietzsche, l'autre jour, je prends ça, et puis j'ai été Parce qu'il y a pioché des comme gens ça. qui penseront que de l'autre côté du lit, il y a moi. Mais en fait, non, il y a Nietzsche. Oui, mais de ton côté, il y a une bibliothèque aussi. Pascal, Il y il a deux dort avec bibliothèques. Nietzsche, il dort pas avec sa femme. Non, ça va très bien. Moi, je suis d'accord de partager mon lit avec Pascal et Nietzsche. Et puis ta bibliothèque, parce Et que les miens. la table de nuit de Laura, c'est aussi une pile comme ça, devant une autre bibliothèque de l'autre côté, quand même. On a un peu des livres partout. Alimentation. Une autre question m'intéresse bien davantage, et le salut de l'humanité en dépend bien plus que d'une quelconque curiosité pour théologiens. C'est la question de l'alimentation. On peut la formuler ainsi pour l'usage ordinaire. Comment faut-il que tu te nourrisses, toi, pour atteindre ton maximum de force, de vertu, dans le style de la Renaissance, au sens de vertu libre de moraline? Rester assis le moins possible, ne pas ajouter foi à une pensée qui ne soit venue en plein air, alors qu'on se meut librement, où les muscles eux aussi célèbrent une fête. Tous les préjugés viennent des intestins. Et c'est tiré de Ecce et dans le chapitre Pourquoi je suis si avisé. Et je trouve ça assez génial. Moi, j'avais été, je crois que c'était à Antibes, un endroit où Nietzsche, il y avait un rocher, et c'était l'endroit où il se reposait. Et après ses marches, et j'ai toujours été euh, impressionné par la manière dont il écrivait. Parce que il faisait des longues marches, et après ces marches, il se mettait à écrire, et ça sortait comme ça, quoi. Et il disait toujours que c'était le fait de marcher comme ça qui l'inspirait. Et Zarathustra, il l'a écrit comme ça, quasiment en un G. Alors moi, je réitère quand même ma question aux quelques spectateurs. Là, on n'en a plus qu'un qui est resté avec nous, Non, Dieu non, non. sait, ou Non, peut-être plus, parce que ça veut rien notre dire, ça. machine nous dit des choses, mais peut-être qu'elle ne dit pas la vérité. Mais non, non. Euh, Non, il y a en... bien plus de monde, tu vois. Alors, bonjour à tout le monde. Et les gens qui sont encore parmi nous et qui ont envie d'interagir, moi, je suis curieuse de savoir quelle est votre porte d'entrée dans la littérature. Au-delà des questions de bibliothèque, Oui, oui, ou, par exemple. par exemple, qu'est-ce que vous J'ai- avez j'ai- lu enfant ou bien pas enfant? Comment vous êtes arrivé à la lecture ou à la lecture seule ou à plusieurs? Qu'est-ce qui fait que finalement ça vous titille ou que vous êtes là ce soir? Euh, Enfin, moi c'est ça qui il y avait une m'intéresse. question quand j'étais libraire à Cherbourg. Il y avait eu une question comme ça. Quel est le livre qui vous a fait, quel est le premier livre que vous avez lu, que vous vous rappelez? Moi, je dis oui, oui. J'ai une bibliothécaire à Cherbourg qui saute comme ça en l'air, qui dit, nous, on n'a pas oui, oui, ni Martine dans la bibliothèque et tout. Et ça m'a amusé parce que un ou deux ans après, il y avait un truc, un bouquin qui avait été fait, je crois, par Actes Sud, qui était Ah, de voilà, retour. de retour. Il y avait un bouquin qui avait été fait comme ça, où il était demandé à des écrivains de qualité de dire quel était leur livre, leur premier livre. Et en fait, c'est comment, c'est dans ces écrivains, il y en avait deux qui avaient cité oui, oui. Ça m'avait fait beaucoup rire. Alors, enfant, j'ai emprunté de nombreux livres dans la bibliothèque du village de Morija, au Lesotho. J'étais emporté, absorbé par ces récits, au point que je m'absentais complètement de mon environnement pour pénétrer ces mondes imaginaires. Puis étudiant, j'ai mis toutes mes économies dans les livres. Maintenant, j'ai beaucoup diminué. Je n'ai plus la place. Je rêve de mettre ces milliers de livres dans une bibliothèque de quartier, au Vallon à Lausanne. Mais c'est génial. Mais ouais, c'est super Motlatsi. Ouais, ouais, moi je suis d'accord. Bon, moi je connais Motlatsi. Hein. C'est quelqu'un qui est génial, qui est passionnant, euh, Passionné. passionné. C'est ma porte d'entrée dans la littérature. C'est ta porte d'entrée à la littérature. Et comment ça se fait? Et alors, Somme qui vient de nous rejoindre, je sais pas si tu... on peut se tutoyer maintenant sur ces chaînes parce qu'on dit tu à tout le monde. Moi, ça, voilà. Ou vous, finalement, ton entrée en littérature, je sais pas. Je trouve sympa d'interagir. Après, je sais que pas tout le monde a envie de parler de soi ou d'écrire. Je comprends bien. À part oui, oui, ton entrée à toi, c'est quoi? Mon entrée, c'est. Enfin,
je sais pas si mon entrée, c'est que ça, c'est le premier que je me souviens. Euh, mais j'allais à la bibliothèque tous les samedis, pardon. Tous les samedis, j'étais à la bibliothèque, je rendais les livres. Et mon père nous disait toujours emprunter une bande dessinée à mes sœurs et moi. C'était le truc. Et il aimait les bandes dessinées, donc j'ai lu Astérix, Tintin, Lucky Luke, des trucs un peu classiques, quoi, basiques, mais en fait, il y avait une ouverture. euh, et, euh, et voilà, c'était assez marrant. Et puis, il y a quand même, pour moi, la meilleure manière d'orienter mes lectures, c'est la rencontre avec les gens. Alors là, j'ai beaucoup de chance de passer dans les librairies. Je vous raconte une anecdote. Je vais à la librairie du Midi, à Auron-la-Ville, et là, le libraire, je vois deux bouquins, des éditions 1, d'un auteur que je connaissais pas du tout, Charles Reznikov. Ouais, il en avait pas deux, hein, il en avait 10. Enfin, et voilà, une mise en avant comme ça. Et je me dis, mais qui est cet auteur? Puis il me dit, écoute, pour moi, c'est un auteur majeur. Le premier livre, Maher. Maher. Je comprends pas. Euh, et je lui dis, mais qui est cet auteur? Et il me dit, écoute, moi je suis totalement fan de cet auteur. Euh, Holocauste. J'ai lu Holocauste, je vous en lirai pas d'extrait. C'est un ouvrage incroyable. En fait, il a pris, il a jamais été en camp. Euh, il était aux États-Unis, juif aux États-Unis, et il a retranscrit en poésie euh, le procès Nuremberg. C'est effrayable, effrayable. Mais je trouve que ce livre mériterait d'être étudié dans toutes les écoles. Vraiment. C'est vraiment le témoignage de l'atrocité nazie et de l'insupportable homme. Je comprends pas, Soham, le premier livre, Maher. Ma Euh, mère? je sais pas, il y a beaucoup de. C'est joli, hein, Maher, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc merci à Nicolas La librairie de du la Midi, librairie ouais. du Midi pour cette belle Ouais, découverte. mais c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Donc moi, je vais vous lire un extrait par contre du Jérusalem, de La Jérusalem d'or. Donc traduit de l'anglais par Markovix, André Markovix. Donc pareil, Holocauste aussi est traduit par Markovix. En fait, on en est arrivé comme ça. Je lui disais que j'étais en train de lire Dostoevsky. Il me dit quelle traduction? Je lui dis Markovix. Il me dit ah mais ça tu connais. Puis il me fait voir le rayonnage. Puis voilà. Les traductrices et traducteurs aussi font que on se dit ah bah tiens ça peut être voilà. Sur la colline, face au soleil du matin, comme chaque mauvaise herbe est claire et droite. Sur le chemin du métro, ce matin, le vent nous souffle des poignées de pétales blancs de l'arbre en fleurs sur la colline, comme des confettis. Et bien sûr, c'est le festival du printemps. Ces derniers jours, les papiers dans les rues bondissent dans les airs ou éclatent sur les pelouses. Pas un morceau qui n'essouffle de vie. Ceux-ci, dans une rafale de vent, batifolent. Ceux-là, pour un instant, se posent et prennent le soleil. Le fleuve est comme un lac ce matin. Le calme, image de maisons et berges vertes. Une péniche est amarrée au quai. Rien ne bouge que la grue, vidant la cargaison. Voilà. Alors, Wetlatsi, à Morija, qu'est-ce qui se passait? euh, qu'est-ce qu'il y avait dans cette bibliothèque du village? Déjà, Morija, c'était. Tu lisais en quelle langue? En anglais, je pense. Et est-ce que tu as encore des livres que tu avais à Morija ou pas? Euh, et comment tu rêverais de mettre ces milliers de livres dans une bibliothèque de quartier au Vallon? Ça m'intéresse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Ah, la gloire de mon père. Premier livre offert par mon père, La gloire de mon père. Ah,
Les Bartavel. Les Bartavel. J'adore ce livre. J'adore ce livre. Et Asia Djebar. Asia Djebar. Je connais pas du tout. On note. Je note. Qui était mon entrée en littérature et vers l'écriture. Que en anglais. D'accord. Donc Mocleti répond qu'il Ouais. lisait qu'en anglais à l'origine. Et Asia Djebar, donc c'est est-ce que tu peux nous conseiller un livre ou nous dire celui qui a été l'entrée en littérature et pourquoi cette entrée en littérature? Et puis moi là-dessus, j'en profite, tu lis que en anglais ou est-ce qu'il y a une langue? Parce que Laura, tu lis dans quelle langue plutôt? Est-ce qu'il y a... J'espère bien qu'il dit que je les ai pas emportés. Oh bah alors. Bon, il les a pas volés à la bibliothèque du village. Ah oui, c'est vrai. C'était quoi la question? La question c'était, toi tu lis en quelle langue? Ça dépend des textes en fait. Mais Tu préfères, est-ce qu'il y a une langue où tu préfères, je sais pas, moi je préfère lire en anglais. D'accord. Quel que soit le genre de livre. Oui. D'accord. Ah, il y a des animateurs au vallon, bah ouais. Et tu leur as posé la question. C'est génial. Non, moi je préfère lire en anglais juste par... je sais pas. C'est depuis que je suis avec toi que j'ai recommencé à lire le français. Moi, je ne lis qu'en français. Je ne connais que le français. Mais ça, je sais pas si c'est vraiment très intéressant pour tout le monde. Parce que je trouve Bah, c'est bien aussi de se situer quand même. Oui, mais le plus intéressant, c'est de finalement comprendre... ce que je trouve assez miraculeux dans les livres, comme dans les rencontres, c'est que c'est aussi une question de tempismo, comme on dit en italien, de temporalité, de moment juste. On peut te mettre un livre dans les mains à un moment donné, on te dit lis ça, c'est magnifique et ça va pas te parler. Et on te le met dans les mains à un autre moment où tu le redécouvres à un autre moment et ça t'ouvre une autre porte. Et ça, c'est la même chose avec les rencontres. Tu peux rencontrer quelqu'un à un moment donné et tu sens qu'il y a quelque chose mais ça accroche pas et tu le rencontres à un autre moment et ça t'ouvre une autre dimension. Et donc Soham nous dit que Asia Djebar est une grande écrivaine algérienne, historienne de formation qui a beaucoup écrit sur la colonisation, la guerre d'Algérie et surtout donné aux femmes combattantes. Super, magnifique. Bon, ça fera partie de du prochain Twitch et de la prochaine découverte. Oui. Donc oui, je pense qu'il y a aussi toute une question de rencontre aussi dans le bon moment pour faire certaines lectures. Et je suis partisane du fait que s'il y a un livre, même si on te le conseille fortement, s'il ne te parle pas, passe ton chemin et tu le retrouveras si tu dois vraiment le lire. Oui. Donc voilà, Moi, je demande toujours au libraire, hein, quand je rentre dans la librairie, je dis qu'est-ce que tu as lu dernièrement et qu'est-ce que tu as aimé. Et des fois, ce que le libraire ou la libraire, en général, c'est plus souvent des femmes, me propose, c'est pas obligatoirement quelque chose que j'ai envie de lire. Par contre, je note, je me dis peut-être, je note que cet auteur-là a plu à ce libraire ou à cette libraire. Je crois que c'est le nom de la chaîne, c'est Pascal Cotin, non? Ouais. Parce qu'on nous demande quel est le nom de ta chaîne. Ah ouais. Ouais. L'émission c'est Livre à vous d'en parler et la chaîne c'est Pascal Cotin. Ah voilà. Ouais. Ok. Alors, je vais à la Méridienne, à la Chaux-de-Fonds, et inévitablement, il y a toujours des bouquins là-bas. Hein. Je trouve ce petit bouquin. Alors, cette maison d'édition, vous connaissez, c'est Les Vents Terniers, et j'adore cette maison d'édition. Et il y a toute une série qui s'appelle Les gens. Donc après, je vous mettrai toutes les sources de tous les livres. Les Vents Terniers, c'est magique. Il faut vraiment aller sur leur site. Ah ouais. Taper Vents Terniers, ça s'écrit
Venternniers. Voilà. C'est génial. Et là, il y a toute Ils une font série. tout à la main. Il y a toute une série avec les gens. Et je me suis dit, ah, mais les gens qui luttent, c'est sympa. Est-ce qu'il y a. Alors, c'est Jean-Marc Flao qui a écrit ça et Fanny Loger qui a dessiné. Et. Une autre personne est connectée. Il y a plein de gens qui sont connectés. Magnifique. Les gens qui luttent se branchent sur une autre réalité. Mais comme c'est mignon. Je vous en lis, je vous en fais voir un ou deux. Celui-ci, je trouve très chouette. Les gens qui luttent défilent dans un poème grandeur nature. C'est super sympa. C'est très sympa. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment petit bijou que j'avais envie de vous faire découvrir. Ça, pourquoi j'ai eu ce bouquin-là, je sais plus. Je passe dans une autre librairie et évidemment, je vois un bouquin du temps des cerises d'un auteur que je ne connaissais pas, Raphaël Alberti, et Poème d'une vie, voilà, d'Espagne d'ailleurs, et c'est magnifique. Donc je suis en train de, alors là, j'ai pas avancé beaucoup, je suis en train de lire, je suis à la page 27 hein, de l'introduction qui est passionnante. Je découvre ce poète et je vais vous lire juste un extrait de Revenance devant les littéraux espagnols. Sur la Floride. Mère jolie. Hier si triste et si joyeuse, tu me montres ton visage ridé aujourd'hui, ce matin, où je passe devant toi sans pouvoir encore, même après tant d'années, te prendre dans mes bras. Tu surgis parmi les étoiles de la nuit, méditerranéenne, en fronçant tes sourcils de brume, robuste, ligotée, très grande, douloureuse. On voit la neige sur ta haute chevelure de grenade. Ô chevelure teinte à jamais de ce sang pur, ce sang que tu avais bercé et qui te chantait. Aïe, montagne, si heureux, je ne veux pas te séparer de mes regards, mère, ni de mon cœur un seul instant, tandis que tu sors au loin pour me regarder. J'ouvre à ta voile un franc chemin, je te protège sur les lentes vagues lentes de ce bateau, de ce balcon qui passe et qui m'emporte. Ô mère, une nouvelle fois si loin de ton amour. Voici ma mère et le rêve de mon enfance, toute de sable et de dauphins, toute de mouettes. Tes villages cachés paraissent déchirant la délicate écorce de tes littoraux. Leurs fronts sont blancs de chaux, leurs corps sont sillonnés. Ils sont sillonnés par les blessures et les ombres de tes héros. Ici, la joie courut avec l'effroi. Sur ce dur côté que tu plonges dans l'eau parmi l'écume, de Malagua à Almeria, il y eut le calvaire, le crime impie, demeuré, ô honte, impunie. Je voudrais que tu me vois passer aujourd'hui, avec cette gaieté-là que jadis j'avais étant en toi, collégien ou soldat, voix de ton peuple, chant brûlant et libre, de tes hautes couronnes ensanglantées, vertes, attendries. Dis-moi, mère, au revoir, comme je te le dis, sans presque te le dire, au revoir, puisque maintenant que me revoici seulement avec la mer et le ciel seul, je peux de nouveau vivre, si c'est là ton ordre, ou bien mourir. Mourir, si tel est ton désir. Grâce à vous, je les ai découvertes et je les offre. Je pense qu'elle parle des Venternniers. Les Venternniers. Ah, ben ouais. Ah non, merci. Mais ça c'est aussi le travail des libraires, de mettre en avant des petits bouquins comme ça, et puis de pouvoir voilà, qu'on puisse les voir, et puis après qu'on puisse en parler. Puis c'est vrai ce que dit Laura. Moi, ça m'intéresse pas de présenter des bouquins que tout le monde connaît ou tout le monde a lu. Je vais pas chercher non plus. Enfin, s'il y a un auteur que j'aime bien et puis qui est hyper connu, si j'aime bien, je vais en parler. Mais voilà, j'aurais plus tendance à aller fouiller, et puis voilà, je reprends un poème de Maximin, parce que ça c'est vraiment une découverte, et
merci beaucoup pour cette découverte. Pour céder une enfance. Ce soir, j'ai 200 ans. Un corps gavé de fruits, écartelé de souffrances, grand comme 3 continents, fragile comme celui d'une petite fille qui court en tenant serré sur son cœur un cahier d'écriture, une odeur de soufre dans la gorge et un goût de sucre sur les lèvres. Geneviève Dayan. Tu seras son pays natal, comme les fruits et les oiseaux dont tu prendras les couleurs et les chants pour te faire un nid pays. Tu habiteras loin de tout désespoir, ce manque d'espace qui agrandit les déserts, ce luxe des peuples saturés. Tu caresseras la vie comme les fougères, chanteras comme les palmistes, lutteras dressé sur tes racines neuves comme le figuier maudit. Tes lianes seront le rideau protecteur de tes révoltes, avec, contre les chiens de garde, le poison de tes mancenilliers. Tu ne vivras pas pour faire honte ou plaisir à tes pères, refermant l'avenir en enfanteur d'ascendants disparus. Tu accoucheras de toi-même pour la 2e naissance hors du ventre paternel, et tu n'omettras pas de faire parler les mères, car elles ont des racines, puisqu'elles portent des fruits. Savoir recevoir est un don. Accueille la main trop chaude des volcans, la main trop fraîche de la mer, la main trop légère de toute île d'élection, l'arc-en-ciel né de soleil et pluie, qui t'aide à redescendre des étoiles aux lucioles. Ne t'inquiète pas pour le cœur, qui passe le sang au tamis du destin, qui n'arrête qu'à ta fin. On n'a jamais vu un cœur s'arrêter avant la fin, et ce n'est jamais lui qui en décide, ni toi. N'essaie pas d'empêcher la mort de vivre et de sculpter, mais ne lui propose rien, ni date, ni échange, ni sursis. Seulement aider les morts à devenir ancêtres. Surtout, n'oublie pas dans l'eau les reflets de l'enfance. Préserve à tout âge d'abord la vertu d'enfance, celle qui fait les renaissances adultes, qui empêche de feindre le rire et les larmes, mais qui laisse rire et pleurer, qui fait de l'amour un jeu d'enfant, un épisode à suivre, une danse sous-marine, un déluge de secrets, une embellie de confidences. Invente des fruits pour tes racines, impose leur présent de mangue de pommes, de canne ou de litchi à tes goûts de rêverie et tes odeurs de nostalgie. Invente des soleils sans parasol, des sources face à la mer, des graffitis sans mur. Préserve toujours sur tes lèvres un mot chaud, un silence et un mot frais, par soif d'échange avec ceux qui entretiennent cette soif. Voilà. Les 21 oui, et surtout il parle aux militants, pas forcément très littéraires. Oui. Et puis moi, je voudrais revenir sur cette tragédie, sur finalement ce glissement de terrain de Gondo qui a été mis en poésie et dont le premier vers de ces fragments de Pouster-là est particulièrement touchant, je trouve. Et cette édition est magnifique. Elle est juste... Et la première dit: Quando piove per molti giorni, la terra scivola via verso il basso. L'acqua penetra sotto le radici, arriva alla placca, cambia la storia dei paesaggi. Diventa fango e fiume fangoso, travolge i paesi più miseri, gli accampamenti umani, i corpi e ogni cosa che ostacola o résiste. Quand il pleut pendant plusieurs jours, la terre glisse et s'en va vers le bas. L'eau pénètre sous les racines et arrive à la plaque, en changeant l'histoire des paysages. Elle devient fange et fleuve de boue en détruisant des villages les plus pauvres et les campements humains, les corps et chaque chose qui l'obstacle ou qui y résiste. Et voilà, pour une traduction libre sur le moment et une lecture spontanée. Bon, Motlazzi, il va falloir que tu viennes faire un Twitch pour nous parler de ces auteurs, si tu es d'accord. Après 56, j'imagine, ans de lecture, il y a des auteurs qui me restent. Kipling,
Daphné du Maurier. Ah, t'aimes bien Daphné du Maurier? On pourra en parler. Kenneth White, ouais. Atoll Fugard, je connais pas du tout. Patrick White non plus. Ouais, super, ok. Ouais, on va fixer une date et puis on vous redira. Lorenzo Pestelli. Ah, Génial. pour Pestelli aussi, c'est Ah oui. important. Mais Mm. alors, il est 21h. Ouais, non mais, parce que vous savez que je termine maintenant avec un petit extrait de la statue de Condillac. Alors, avant que Pascal finisse avec son extrait de la statue, il y a aussi quelqu'un comprend la statue qui m'appelle, parce que moi je comprends pas. Non mais, Mais Pascal est fan, donc c'est pas ça, c'est que je t'ai lu des extraits complètement sortis du contexte. Donc déjà dans le contexte, c'est un livre qui demande des clés de lecture. Ce que je sais, c'est que c'est passionnant. Et j'aimerais juste vous remercier de m'avoir comment dire, accueilli dans votre chez vous un peu malgré vous, parce que finalement voilà, je suis arrivée un peu comme ça par surprise aux côtés de Pascal. Et continuez à partager vos lectures, les lectures qui vous touchent. Parlez-en autour de vous. On n'est pas obligé d'être en ligne sur Twitch pour parler de littérature. Parlez-en avec vos amis et peut-être avec ceux qui vous pensez qu'ils ne lisent pas. Très souvent, on est surpris et on se retrouve avec des gens qui, en fait, aiment lire, mais qui n'en parlent pas. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la statue de Condillac. Donc la statue de Condillac retouchée de Yves Veland. Donc voilà, comme tous les fans de Twitch, en fait, je lis un petit extrait comme ça. Donc, si vous voulez revenir au début, vous prenez en fait, les vidéos sont enregistrées, sont sur mon site. Et il y en a une qui s'appelle Le début de la statue de Condillac. Donc, vous savez que c'est à partir de ce moment-là que je lis 1 minute ou 2 de ce texte complètement fabuleux. Moi, franchement, depuis le voyage au bout de la nuit, j'ai pas eu un choc littéraire comme ça. Eh bien, que faut-il faire des riches? Faut-il les fusiller? Certes, proféra doucement Alyosha, tout pâle, avec un sourire convulsif. C'est ce que je craignais, ça glisse. Par Alyosha même, le saint, par sa révolte, ça monte, tourne même les textes fondamentaux au flux. Je sens les choses qui pivotent. Par Alyosha même, il ne reste qu'une possibilité. Citer, réciter. Écoutez, de toute manière, c'est inutile, car nous déchaînerons d'abord l'émeute. Nos partisans ne sont pas seulement ceux qui égorgent et incendient. Écoutez l'affreux Pierre Stepanovitch, rougeoyant, parce qu'Alyosha l'a engendré, et tous les rouges grumeleux, je les ai tous dénombrés. Le maître d'école qui se rit avec ses élèves de leurs dieux et des nôtres. L'avocat plaidant la cause des meurtriers instruits et des nôtres. Les étudiants qui assassinent un moujik pour se procurer des sensations sont des nôtres. Les jurés qui acquittent un criminel avéré sont des nôtres. Le procureur, qui en son prétoire, tremble à la pensée qu'il n'est pas suffisamment libéral, est des nôtres. Quant aux hommes de lettres, nous en comptons beaucoup, énormément, et de plus en plus décidés. Partout, des appétits monstrueux, inouïs. À mon départ pour l'étranger, régnait la thèse de Littré, qui prétend que le crime n'est qu'une anomalie du cerveau. J'arrive en Russie, et déjà, le crime n'est plus une anomalie, mais précisément une idée tout à fait normale, presque un devoir, ou du moins une généreuse protestation. Oh, donnez seulement à cette génération le temps de croître. Dommage toutefois que nous ne puissions plus attendre. Voilà Yves Veland, la statue de Condillac. Je vous remercie toutes et tous. Je vais dans le message à la fin du Twitch, je vais vous mettre toutes les sources des livres qui ont été cités. Et puis merci à vous. Motlatsi, ok, on va prendre rendez-vous pour que tu nous parles de ces lectures, entre autres, de 56 ans de lecture. On peut passer une nuit, hein, voire plus si affinité. Voilà, et puis merci à tous d'avoir participé. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Ou d'avoir écouté, regardé, lu avec nous. Voilà. Et puis à la semaine prochaine. Et puis à mardi. Je vous embrasse. Salut.